Donc, bon matin tout le monde. On va commencer le webinaire sur la phase de découverte pour le développement de solutions numériques. Donc, merci à tous et à toutes d'être présents ce matin avec nous. Je me présente, Martin Coulombe. Je suis le fondateur de l'entreprise OZDA. OZDA, on est une firme de développement de solutions numériques. On fait des projets dans plusieurs secteurs d'activité, autant dans le grand public que pour les musées, la télévision, les postes de radio, que dans le manufacturier, l'industrie minière, l'aéronautique. On fait vraiment toutes sortes de différents projets. On est une firme basée à Montréal de 35 personnes environ, avec un bureau en France également. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de la phase de découverte. Quand on travaille sur un projet de développement de solutions numériques, que ce soit une application web, une application mobile, une application d'intelligence artificielle, on va découper nos projets en deux phases principales. La phase de découverte et la phase de réalisation. La phase de réalisation, c'est vraiment la portion où on va effectuer les travaux techniques, les développements, la programmation. Donc, c'est pas du tout de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de la phase qui est en amont de la phase de réalisation. Donc, vraiment la portion là, de préparation, de création du projet. Je vais changer. Donc, vraiment, le but là, de la présentation aujourd'hui, c'est un peu de vous expliquer l'importance de la phase de découverte. C'est de partager notre approche pour la phase de découverte et également de répondre à vos questions. Donc, à la fin de la session, ça devrait vous donner une idée sur comment bien débuter un projet, bien le planifier, s'assurer que le projet qu'on développe va répondre à un besoin pertinent pour les utilisateurs, un peu vous donner les outils ou la façon de faire que nous, on utilise afin que vous puissiez la mettre en œuvre de votre côté lorsque vous démarrez des projets. Avant de débuter, un point qui est important de regarder, c'est on entend souvent parler des projets d'informatique, que ce soit web, mobile, que c'est compliqué, que ça ne va pas tout le temps bien, que c'est difficile. Quand on regarde certaines statistiques comme celle-ci, on voit que souvent, les projets vont générer des problèmes pour l'entreprise. On voit ici 17% des projets de TI tournent très mal, qui causent des problèmes à l'entreprise. 7% sont généralement en retard et 45% dépassent les coûts des budgets. Donc, une statistique là, de McKinsey. Enfin, il y a plusieurs statistiques sur les projets d'informatique. On va souvent entendre que les projets sont en retard, sont au-dessus des budgets. Mais outre cette statistique-là, puis outre les choses qu'on peut mesurer, un des points importants qu'on ne voit pas au travers de ces statistiques-là, c'est que le projet qu'on développe, même si dans certains cas, il est à l'intérieur des coûts, même s'il est à l'intérieur des délais, il ne va pas nécessairement répondre aux besoins des utilisateurs. Il ne va pas générer les retours qu'on avait espérés dans le cadre du projet. Donc, c'est vraiment avec la phase de découverte qu'on va pouvoir approfondir l'idée et s'assurer qu'elle va répondre aux besoins utilisateurs et nous aider à planifier. Donc, je vous parle un peu de problèmes classiques qu'on rencontre à l'occasion. Premièrement, quand on commence un projet, souvent avec des clients, une des choses qu'on remarque très souvent, c'est qu'on n'a pas assez d'informations sur le projet afin de bien le planifier. Donc, le client va arriver, il va nous dire bonjour, on a une idée pour faire un projet, on voudrait faire une solution pour optimiser nos processus de facturation. On voudrait faire une application mobile pour rejoindre nos clients de façon plus efficace. Mais ils n'ont pas de détails sur tout l'environnement. Ils n'ont pas parlé avec des utilisateurs. Ils n'ont pas d'informations sur les systèmes. Est-ce que l'information est disponible, pas disponible? Donc, il y a un gros manque d'informations, ce qui ne permet pas d'être en mesure de pouvoir faire une planification efficace, de pouvoir bien estimer les étapes, de savoir ce que le projet répond vraiment à un besoin nécessaire. Donc, c'est de quoi qu'on rencontre très souvent. On a également l'opposé, où ce qu'on va avoir des requis extrêmement détaillés qui ont été développés, mais ils n'ont pas été développés avec la vision puis le besoin de l'utilisateur en tête. Donc, à titre d'exemple, je vais prendre quand on travaille avec le gouvernement, on a souvent accès à des appels d'offres avec des cahiers de charges extrêmement élaborés, des centaines de pages de requis. Sauf que ces requis-là ont été développés avec quelques personnes dans une salle qui connaissent bien leur milieu, mais n'ont pas pris le temps de parler avec des utilisateurs, de faire des tests utilisateurs, de faire de la recherche pour s'assurer que ce qu'ils ont en tête, qu'ils pensent qui est bon, est vraiment le vrai besoin. La conséquence de soit ne pas avoir assez d'informations ou trop d'informations fait que
lorsqu'ils reçoivent des soumissions pour démarrer un projet TI, les soumissions vont être extrêmement différentes. C'est pas rare lorsqu'on parle avec des clients qui nous mentionnent: hey, c'est bizarre, je ne comprends pas trop, j'ai reçu une soumission de 20 000 pour un projet X, j'ai reçu une soumission de 50 000, puis j'ai reçu une soumission de 100 000. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. C'est que le problème, c'est que les gens chez le client, que ce soit les gestionnaires, les managers, les personnes qui vont utiliser l'application, leurs clients, ils ont toute une vision différente du produit final. Tout comme les fournisseurs qui vont soumettre une proposition, ils ont tous une idée différente du projet, où ce qui doit aller, comment il doit être développé, ainsi de suite. Donc, ça entraîne des grandes différences en termes de planification, de budget. Mais la conséquence la plus importante, c'est que le produit qui va être développé, ce n'est pas certain qu'il réponde aux vrais besoins. Ce n'est pas certain qu'il génère le vrai retour sur investissement escompté. On prend un exemple auquel on a été témoin l'année dernière avec justement un appel d'offres au gouvernement à l'Institut national de santé publique du Québec. Ils voulaient se munir d'un outil de gestion de projet qu'ils voulaient obtenir pour eux. Donc, l'Institut national de santé publique sont très bons, évidemment, là, pour protéger notre santé. Mais on voit qu'au niveau des TI, une phase de planification, une phase de découverte les aurait aidés à mieux préparer leur projet. Quand on regarde les résultats de l'ouverture des soumissions, donc c'est un vrai cas, ça, de l'année dernière en 2019, auquel finalement on a décidé de ne pas soumissionner. Quand on regarde le montant des soumissions reçues, ils ont reçu une soumission à 28 000 ils ont reçu une deuxième soumission à 570 000 et une troisième soumission à 7 200 000, 7 300 000 Donc, le projet est extrêmement différent. Donc, un peu ce qu'on a mentionné en amont, un cahier de charge extrêmement détaillé, aucune collaboration en amont avec des fournisseurs pour approfondir l'idée, s'assurer de la compréhension. Donc, même si les requis sont très détaillés, chaque fournisseur a sa compréhension, son interprétation, puis ça fait qu'on génère des soumissions extrêmement différentes. Puis c'est certain que dans un cas comme ça, on se met un projet à risque autant d'un point de vue budget d'échéancier, mais est-ce que le produit que la firme à 28 000 va développer, c'est vraiment le bon produit qui est visé? Parce qu'on a vraiment là, un gros gap. Est-ce que ça va être la bonne qualité? Ça va-tu faire ce qu'on veut? Donc, c'est ce type de problème-là qu'on voit couramment dans notre domaine. Pour pallier à ça, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on a mis en place notre approche de phase de découverte. J'arrive à cette slide-là ici, dans notre approche. Donc, en fait, on nous voit ici en train de, c'est des photos de notre équipe en train de réaliser différentes phases de découverte avec des clients. Puis on va vous détailler de l'approche. Le but de vous expliquer notre approche, c'est un peu de vous inspirer, de vous donner des idées, des outils, des façons de faire pour que vous puissiez le répliquer là, dans votre organisation. Notre approche est basée principalement sur les principes du design thinking, la méthodologie du design sprint, puis notre expérience au travers des années en développement de solutions numériques. Donc, ça s'inspire de principes et de méthodologies existantes connues. Donc, il faut être honnête, là, on ne réinvente pas du tout la roue. Puis on l'a adapté en partie pour notre type de projet qui est principalement du développement là, de logiciels web, d'applications mobiles, ainsi de suite. Je vous explique un peu plus en détail ce qu'est notre approche. Il y a différentes phases. Généralement, en moyenne, une phase de découverte chez OZEDA va durer 4 semaines. On les voit là, normalement là, entre 2 à 6 pour des projets extrêmement rapides, 2 semaines, pour des projets plus longs, 6 semaines. Mais la moyenne, c'est une durée là, de 4 semaines. C'est découpé en 2 portions principales, notre phase de découverte. Donc, on voit là, les étapes en triangle qui sont un peu inspirées là, des principes du design thinking, où il y a 4 phases principales. Donc, une phase de compréhension, de définition, d'esquissage et de prise de décision. Puis ensuite, on va tomber dans nos phases de sprint de design, où on va se concentrer sur le prototypage et la validation du prototype. Je vais passer en détail avec vous un peu les activités qu'on exécute dans chacune de ces phases pour vous donner une idée en quoi cela consiste. Donc, la première phase, qui est la phase de compréhension, qui va se dérouler lors de la première semaine. L'objectif, c'est vraiment de comprendre les contraintes du projet. Donc, lors de cette phase-là, on va travailler normalement à distance de notre côté,
où ce que notre équipe va vraiment essayer d'approfondir notre compréhension du processus, du besoin, du projet. Donc, les tâches qu'on va accomplir, principalement les activités, on va analyser la documentation du client. Donc, on va regarder un peu c'est quoi les systèmes en place qu'ils ont, les procédures, les guides de formation, ainsi de suite. On va effectuer des rencontres préliminaires avec le client et les utilisateurs potentiels. Quand je parle du client, c'est toutes les parties prenantes du client qui vont être impliquées dans le projet. Donc, ça peut être tout le temps des personnes dans l'équipe TI, des personnes dans l'équipe de marketing, ça peut être des exécutifs, ça peut être la personne en charge de développer le projet, ainsi de suite. C'est toutes les personnes qui vont avoir une implication dans l'utilisation de la solution ou du projet. Généralement, également, on va essayer de parler à des clients de nos clients dans la mesure du possible. Ce n'est pas tout le temps réalisable, mais on va essayer de leur parler pour comprendre un peu mieux leurs besoins puis leur but, comment la solution pourrait les aider. On va faire une analyse concurrentielle et comparative. Donc, on va regarder des solutions des compétiteurs qu'ils ont déjà en place, s'il y en a. On va regarder également des solutions qui existent pour des problèmes similaires, mais dans des domaines complètement reliés. Donc, aujourd'hui, je vais prendre un exemple d'une phase de découverte qu'on a réalisée pour l'industrie chimique et minière. Donc, on avait à développer une solution pour optimiser les processus des mines. Donc, dans ce cas-ci, l'outil devait fournir des recommandations d'opération aux opérateurs dans la mine. Donc, des recommandations du type dans tel site, dans telle machine de la mine, il n'y a pas assez de produits chimiques, il y en a trop, il faudrait augmenter le débit, il faudrait réduire tel paramètre, ainsi de suite. Donc, c'est un outil de recommandation. Donc, l'équipe a regardé les outils de recommandation, mais qui ne sont pas nécessairement liés à l'industrie minière. À plein d'autres industries, des recommandations pour des achats de vêtements, des recommandations pour des voyages, ainsi de suite, pour ramener ça un peu pour élargir le brainstorming. On va en reparler un petit peu plus loin. Finalement, on prépare des questions pour ce qu'on appelle les lightning talks ou les discussions d'éclairage qui vont avoir lieu dans la phase subséquente. Donc, on va préparer une liste de questions, puis je vais en parler tout de suite après. Donc, notre semaine 1 est terminée. On va tomber maintenant dans la deuxième semaine. La deuxième semaine qui va regrouper les phases de définition, d'esquissage et de prise de décision. Donc, vraiment, dans cette phase-là, ça va se dérouler principalement sous forme d'ateliers collaboratifs avec le client et des utilisateurs potentiels. Donc, il y a des portions qui sont faites à distance de notre bureau. Généralement, ensuite, on fait un atelier qui va durer en moyenne de 1 à 3 journées avec l'équipe de projet pour vraiment là, approfondir notre compréhension du besoin du projet, générer des idées, s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction, puis décider ensemble sur une vision cohérente pour le projet. C'est sûr qu'en amont de la situation du COVID, ces ateliers-là étaient pratiquement tout le temps faits en personne. Donc, si les projets étaient au Québec, c'était simple. Mais même quand les projets sont aux États-Unis ou en Europe, on se déplace physiquement pour réaliser ces ateliers-là. Depuis le COVID, avec le confinement, on a un peu adapté notre méthode. On déroule ces ateliers-là de façon virtuelle. On a changé un petit peu le format pour les ateliers virtuels, mais en ce moment, on les fait de façon. On fait les ateliers là, de façon virtuelle. Donc, dans la phase de définition du problème, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, lorsqu'on va débuter l'atelier, il va y avoir une activité là, pour briser la glace, un icebreaker, parce qu'il faut comprendre dans ces ateliers-là, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui se connaît, parce qu'on peut avoir des utilisateurs potentiels du projet. Ça peut être des clients de notre client, par exemple des personnes des services TI, du marketing, dans les grandes entreprises qui ne connaissent pas tout. Donc, on veut briser la glace parce qu'on veut que ce soit vraiment une ambiance puis une atmosphère collaborative où il n'y a pas de frein à lancer des idées, à discuter. Il faut vraiment que tout le monde soit à l'aise. C'est un point très important. C'est un peu un point important là, si vous travaillez avec une organisation pour vous aider à élaborer une phase de découverte, le rôle du facilitateur est très important pour avoir aidé à amener les personnes à proposer des idées, à être confortables, puis aussi à connaître un peu la méthodologie pour suivre le flow, puis s'assurer que tout aille bien. Mais tout ce qu'on fait là, puis là, je fais une petite parenthèse, tout ce qu'on fait là, il y a beaucoup d'informations sur le web, en ligne, qui est possible de trouver. Vous êtes en mesure de rouler ces types de phases de découverte-là là, par vous-même. Mais c'est sûr qu'un facilitateur d'expérience va certainement vous aider là, dans les premières phases de découverte que vous allez exécuter. Lorsque cela est fait, on va continuer avec ce qu'on appelle là,
les lightning talks ou les discussions d'éclairage. Donc, on va inviter chaque personne qui participe au projet dans la phase de découverte à donner une courte présentation de 5 à 10 minutes maximum. Donc, une personne, par exemple, au marketing, va donner son point de vue marketing par rapport à la solution. Une personne au TI va donner un peu de l'information à propos là, de l'infrastructure TI, puis quelles données sont disponibles, où, quand, comment. Une personne de service à la clientèle va expliquer un peu les problèmes vraiment qui sont rencontrés actuellement, puis les solutions que ces personnes-là voient. Donc, dans notre phase de la première semaine, on a préparé des questions pour aider ces personnes-là à préparer leur présentation. Puis ensuite, là, lors du début de l'atelier, toutes les personnes vont donner une présentation, une courte présentation. Durant ces présentations-là, on fait généralement un atelier là, de prise de notes, comme qu'on voit à droite sur l'image, des prises de notes sur post-it. Donc, une note par post-it. Ça s'appelle l'activité des All Might We. Puis le but, c'est d'identifier des opportunités d'amélioration. Donc, lorsqu'une personne donne une présentation, pendant que la personne explique son point de vue, tous les gens dans le groupe qui participent à la phase de découverte à l'atelier vont prendre des notes sous forme de How might we. How might we improve this situation? C'est vraiment, on identifie des opportunités, puis il n'y a pas de limite. Généralement, au terme des discussions, on peut avoir là, 15 à 20 opportunités identifiées par personne. Je dis une moyenne, ça peut être 10, ça peut être 30, ça varie, mais généralement, de ce que j'ai vu là, dans ces activités-là, chaque personne a en moyenne là, 15 à 20 opportunités d'identification qui s'identifient. Ce qui est ensuite, lorsque celles-ci ont été identifiées, ces opportunités-là vont être catégorisées, puis les gens vont voter ces opportunités-là. Donc, on voit ici, ce qu'on fait, c'est on va aller apposer les post-it avec les opportunités sur un tableau, sur un mur, puis à force de les appliquer, on va finir par les grouper sous forme de catégories, celles qui se ressemblent. On va identifier comme des groupements d'opportunités. Puis ensuite, on va voter sur ces opportunités-là pour savoir lesquelles sont les plus intéressantes à poursuivre. Je reviens sur l'exemple de la phase de découverte dans l'industrie minière qu'on a faite. La solution, le but, c'était vraiment d'offrir, lorsque le client nous a approchés, une solution qui permettrait d'effectuer des recommandations aux opérateurs sur les actions qu'ils doivent prendre. Donc, comme je mentionnais tantôt, augmente le pH de tel bassin, ajoute plus de produits chimiques à cet endroit-là. Vraiment les guider de cette façon-là. Ce qu'on a remarqué lors de la prise de notes d'opportunité, c'est qu'en fait, les personnes dans le groupe ont identifié qu'il y avait un gros manque au niveau de la formation. Donc, finalement, on a eu beaucoup d'opportunités qui ont été phrasées autour de la formation. Puis le point de la formation est devenu un élément qu'on a ajouté dans le projet. Puis il y a eu d'autres éléments comme ça qui sont venus se greffer à l'idée principale qui était amenée. Puis ce qu'on s'est aperçu en fin de course, c'est que l'élément de formation est un élément différenciateur qui a amené vraiment le projet à un autre niveau. Ce qui aurait probablement été manqué dans une approche plus traditionnelle de démarrage de projet, ça n'aurait pas nécessairement pris en compte. On s'est aperçu que mettre ce module-là de formation pour les opérateurs a réduit la résistance au changement, a amélioré leur satisfaction, puis les a amenés non seulement à prendre des meilleures décisions, que même si le système émet des recommandations, ils ont été capables eux-mêmes par la suite de bonifier ces recommandations-là. C'est quelque chose qu'on aurait peut-être manqué. Donc, cette activité-là est vraiment intéressante pour approfondir le produit et s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Lorsque cela c'est fait, on continue l'atelier avec la portion d'esquisser un large éventail d'idées. Donc, esquisser, là, le terme en anglais qu'on utilise, le sketching, donc faire des dessins. Moi, c'est une partie là, que je trouve très intéressante dans le workshop, donc je vais continuer. Donc, lorsqu'on continue l'atelier, on va ensuite, après avoir voté sur les opportunités, on va présenter un peu l'analyse concurrentielle comparative qui a été faite pour un peu montrer à toutes les personnes qui participent à l'atelier qu'est-ce qui fait chez les compétiteurs. Généralement, ils ont déjà une bonne information de ça, mais qu'est-ce qui se fait également dans le marché, dans des milieux complètement différents, des solutions qui vont s'apparenter. Donc, ça amène une autre portion parce que ça va générer des idées, ça va un peu allumer la créativité des gens dans l'équipe de projet. Par la suite, on va faire une discussion de groupe sur les parcours utilisateurs projetés en fonction des opportunités qui ont été identifiées. Donc, on va prendre un flow, je reprends celui de l'industrie minière, on va dire, OK, bien, un métallurgiste qui travaille dans une mine, il doit se loguer, ensuite il doit avoir un dashboard avec la liste de toutes ses métriques, il peut cliquer sur une métrique, puis on avance ainsi de suite, voir les recommandations. Donc, en équipe, on va identifier
tous ces parcours utilisateurs-là projetés qui vont permettre à l'application de bien fonctionner et de répondre aux besoins de la façon plus efficace des utilisateurs. Ensuite, on vient à la portion là, qui est une de mes favorites, comme je mentionnais, qui est le sketching des idées. Donc, on voit la personne ici qui est en train de dessiner des idées. Donc, on se met en équipe de 2 à 3 personnes. Puis, sur toutes les opportunités qui ont été votées comme intéressantes dans l'étape précédente, on va commencer à dessiner ces idées-là sous forme d'application mobile, sous forme d'application web. Mais pas besoin d'être un designer, pas besoin d'être bon en dessin. C'est vraiment pas ce qui est important. C'est vraiment de commencer à mettre des concepts sur papier d'une forme plus visuelle. Une fois que cette étape-là est faite, ça nous permet de présenter ces dessins-là, ces croquis-là à tout le groupe, puis d'avoir une discussion sur ce qui est intéressant, ce qui est utile, ce qui est moins utile, ce qu'on peut bonifier. Parce que c'est sûr, quand on parle d'un besoin, dire, je veux voir un dashboard, mais je veux voir un dashboard, on peut être 10 dans la salle, on va tous avoir une vision différente de ce qu'est un dashboard ou de ce qui est de copies intéressantes ou de comment les visualiser. En les dessinant, puis en discutant sur des dessins en équipe, ça permet vraiment d'avoir une vision commune puis de commencer à s'aligner sur des idées qui sont intéressantes et des idées qui sont moins intéressantes. Donc, à la suite de ces étapes-là, qu'est-ce que toutes les personnes ont présenté leur croquis, on va faire une étape de vote encore où ce que le groupe va voter sur certains croquis d'idées qu'ils ont trouvé intéressantes et qu'ils croient plus pertinentes. Ensuite, ce qui va nous amener à une deuxième étape de sketching. Donc, sur les sketchs qui ont été votés les plus pertinentes, donc les idées les plus intéressantes, on va faire une deuxième étape, mais vraiment sur ces idées-là spécifiques qui ont été identifiées pour les approfondir une deuxième fois. Donc là, on va avancer, on va faire des sketchs plus précis. Encore une fois, pas besoin du tout d'être un designer ou d'être bon en dessin. C'est vraiment le but, c'est de travailler en équipe sur des visuels qu'on pense qui peut être intéressant pour fin de discussion. Ça nous amène à notre dernière étape là, de l'atelier de la semaine 2, qui est la phase là, de prise de décision. Donc, on est vraiment parti, si je reprends le processus du début, on a fait une phase de compréhension, donc on a élargi nos horizons. Ensuite, on a fait une phase de définition, où on a identifié des opportunités. Donc, on a rétréci un peu notre vision, on a convergé vers une solution. Sur ces opportunités-là, on a recommencé à diverger. On a élaboré un large éventail d'idées en faisant tous ces sketchings-là. Là, on s'approche de la dernière étape, lorsqu'on va converger un peu vers la solution vers laquelle on veut, puis vers la vision cohérente qu'on veut pour la solution. Donc, dans cette étape-là, on a une portion de vote là, sur les derniers sketchs qui ont été faits. Donc, vraiment en équipe, on présente notre solution, on en discute, on vote. Suite à cela, sur ces meilleures idées-là, on va dresser une liste des fonctionnalités pour le projet envisagé. Je vulgarise un peu les termes ici. Normalement, on va utiliser un terme là, de user stories dans le milieu de l'informatique, mais pour garder ça simple, pour l'instant, on va utiliser le terme fonctionnalité. Donc, vraiment, on va établir une liste de fonctionnalités pour le projet. Cette liste de fonctionnalités-là, on va la prioriser en équipe parce que c'est sûr qu'on peut avoir 100 idées, mais une qui est plus importante puis une qui est moins importante. Donc, on va les mettre en ordre de priorité. Ça termine notre atelier, en fait, ça termine notre semaine 2. Puis suite à cela, nous, on revient au bureau, on va élaborer certains livrables. Je vais parler des livrables là, après cette dernière étape-là de notre approche. Mais généralement, après la semaine 2, on va avoir des livrables comme l'architecture d'information. On va avoir un glossaire, on va avoir la liste des fonctionnalités, on va avoir leurs priorités. Je vais y revenir un peu plus tard, mais on a déjà un premier set de livrables qui nous sert à entrer dans notre deuxième portion de la phase de découverte, qui sont les sprints de design. Donc, c'est vraiment à cette étape-là qu'on va prendre tout le travail qu'on a fait en amont pour commencer à faire le design de l'expérience utilisateur de l'application web, de l'application mobile ou de peu importe. Dans cette étape-là, on va la designer puis on va la valider. On va aller chercher une rétroaction. Puis comme qu'on voit un sprint qui est ici, un sprint va durer là, une semaine. Dans une phase de découverte standard, d'un autre côté, il y a 2 sprints, mais on peut en avoir 3, on peut en avoir 4, on peut en avoir 10 si on voulait. Mais généralement, avec 2 sprints, là, on a moyen d'avancer relativement bien. C'est vraiment le but du sprint de design, c'est vraiment de garder cette approche-là collaborative qu'on a avec l'équipe de façon itérative. Donc, je continue à avancer un petit peu. Donc, vraiment, les sprints de design, généralement, de notre côté, c'est des sprints de travail d'une durée d'1 semaine. L'équipe de design va travailler selon les priorités établies lors des phases précédentes, donc la liste des fonctionnalités qui a été priorisée.
Ils vont prendre une fonctionnalité, ils vont la designer, ils vont la mettre dans une maquette visuelle, ils vont en faire un prototype. Je vais vous montrer un exemple de prototype un petit peu plus loin. Au fur et à mesure qu'ils travaillent lors de cette phase-là, ils vont faire des rencontres quotidiennes de 15 minutes avec les parties prenantes du projet, donc les parties prenantes là, du client, puis nous, de notre côté. Ils vont présenter à chaque jour, à la même heure, ce qu'ils ont accompli. Ils vont poser les questions qu'ils ont. Ils vont écouter le feedback du client. Donc, bon exemple, je vais faire un exemple je reviens sur l'exemple de la phase de découverte de l'industrie minière. Disons que dans une journée, ils ont développé un peu le dashboard pour représenter les KPI principaux du processus minier. Les personnes du projet vont participer à cette rencontre-là quotidienne. On va dire, ah, ben, c'est super intéressant, j'aime ça, on peut-tu rajouter cette métrique-là, on peut-tu enlever celle-ci, finalement, elle est moins importante que prévu. Puis là, la personne au design va prendre en note cette rétroaction-là, va l'ajuster dans la journée. Puis le lendemain, à la prochaine rencontre quotidienne, vont montrer les changements apportés, vont montrer les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont designées. On va avancer de cette façon-là. Ça nous permet d'être vraiment en adéquation avec toutes les parties prenantes du projet, donc toutes les personnes chez le client, pour qu'il y ait vraiment une transparence au niveau de l'avancement, mais surtout un alignement sur la vision du projet, sur le visuel du projet, sur l'expérience de la solution, pour que tout le monde aille dans la même direction. C'est vraiment différent d'une approche où on va donner un mandat à une organisation ou un mandat à une équipe à l'interne. On va dire, faites-moi le design de ce projet-là, puis revenez-moi dans un mois pour me montrer ce que ça a l'air. Il y a beaucoup de chances que ce que ça a l'air dans un mois ne sera pas ce qu'on avait en tête parce qu'on n'a pas participé au processus, on n'a pas donné de feedback, ainsi de suite, puis ça n'a pas pu évoluer de façon collaborative. Donc, on a ces rencontres-là quotidiennes à chaque jour de 15 minutes, toujours à la même heure, à une heure qui est convenue là, à l'avance avec toutes les parties prenantes. Puis, ça peut paraître beaucoup à chaque jour une rencontre de 15 minutes, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est extrêmement efficace. Puis, généralement, le client a le goût d'y participer. Après une ou deux rencontres, il voit vraiment l'intérêt, la valeur. Il voit son feedback qui évolue de jour en jour. Donc, les clients adorent beaucoup. Puis, pas juste les clients, en fait, toute l'équipe de projet qui participe trouve ces rencontres-là très, très intéressantes. Puis, à la fin de chaque sprint, on fait une rencontre de démonstration qui va montrer le progrès du développement là, pour la semaine, tout ce qui a été réalisé, où ce qu'on en est, puis on peut élargir un peu le cercle pour montrer l'avancement de la solution. Ici, une slide un peu plus technique, là, je m'excuse, le visuel, là, les couleurs sont peut-être dures à voir, mais un peu comment ça se passe dans un sprint de design, les étapes qui se passent de notre côté. On a une liste de to-do, de toutes les fonctionnalités là, qui ont été priorisées, notre liste d'items à faire. Lorsqu'un designer va prendre un premier item pour design, ça va tomber en mode prototypage, donc ils vont développer le visuel, le prototype. Lorsque c'est fait, ça va tomber à une validation avec un développeur, donc une personne technique, pour confirmer est-ce que le design qui a été fait, est-ce que c'est compliqué ou c'est simple à programmer. Parce que c'est sûr que notre but, c'est quand on bâtit une solution numérique d'un point de vue design, quand on design l'expérience utilisateur, on veut que ça soit efficace, on veut que ça soit optimal pour la personne qui l'utilise, mais en même temps, on veut aussi que ça soit simple à programmer. On ne veut pas que ça soit complexe à programmer pour aucune raison. Il y a peut-être une solution alternative qui pourrait être plus simple à programmer. Donc, il y a un développeur qui va regarder ce qui a été fait. Il va confirmer au designer s'il voit un problème, s'il voit de quoi qui peut être un peu compliqué, ils vont en discuter. Ils vont peut-être juger, ben oui, ce serait bon de le retravailler. Donc, ça va retomber en prototypage, le designer va le retravailler. Ensuite, ça va retourner au développeur pour confirmer là, que c'est optimal d'un point de vue programmation. Lorsque c'est fait, ça va être validé. Puis ensuite, ça va tomber pour le client en mode rétroaction, ce que le client va le regarder lors d'une rencontre quotidienne, va donner son feedback. S'il y a du feedback ou des modifications à faire, ça va retourner en to-do puis en prototypage. Puis si c'est validé, ça va tomber à compléter. Puis le designer passe à la prochaine étape, la prochaine fonctionnalité à faire le design. Donc, en suivant ce flow-là, ça nous permet de s'assurer que ce qu'on développe d'un point de vue visuel, d'un point de vue expérience utilisateur, est optimal pour l'utilisateur, mais aussi il reste simple à programmer. Donc, va nous limiter un peu les coûts là, dans le futur, va réduire notre échéancier dans le futur. On ne s'embarque pas dans un projet qui va être compliqué sans raison valable. Là. Donc, les livrables de ces phases-là, je reviens un peu en arrière. Donc, lorsqu'on termine ces 4 semaines-là de la phase de découverte, ce qui est important de comprendre, c'est quand on fait une phase de découverte, ce n'est pas une analyse, une étude, un paquet de 50 feuilles qu'on met sur une tablette. Il y a vraiment des livrables concrets qui sont livrés et qui vont nous permettre d'avancer efficacement dans la phase de projet par la suite. On va regarder ensemble juste ces livrables-là. Donc, les principaux livrables, je ne les ai pas tous listés aujourd'hui, mais les principaux livrables vont être
d'un point de vue design, toute l'architecture d'information de la solution. On va avoir également tous les parcours utilisateurs projetés qui doivent être développés pour avoir la solution. Donc, tous les flows, de quand je me log à ce que j'accomplis toutes mes actions nécessaires pour tous les types d'utilisateurs. On va avoir la liste des fonctionnalités qui vont avoir été priorisées, qui vont avoir été saisies dans l'outil de gestion de projet du client. Ça peut être Jira, ça peut être d'autres outils, mais toutes les listes des fonctionnalités vont être là avec le détail de ces fonctionnalités puis comment chacune des fonctionnalités doit fonctionner. On va voir les maquettes. Donc, on voit exemple ici un projet qu'on a fait sur TVA Sport. Donc, le designer va développer toutes ces maquettes-là. Ce qui est le plus important, c'est que ces maquettes-là vont être assemblées sous forme d'un prototype cliquable. Je vais vous montrer un exemple. Un prototype cliquable, en fait, c'est qu'on assemble les maquettes ensemble, puis le client ou toutes les parties prenantes peuvent regarder ce prototype-là puis l'essayer comme si c'était la vraie application qui est programmée, mais elle ne l'est pas encore. Donc, ces prototypes-là sont livrés à l'équipe de projet au moins de divers outils. Ça peut être InVision, Figma, dépendamment de la situation, mais ça vous permet de pouvoir simuler, OK, je me log. Une fois que je me log, je vois un dashboard. OK, je peux cliquer ici pour voir toutes mes notifications. Je peux cliquer ici pour voir les problèmes que je dois régler ou les tickets que j'ai reçus, ainsi de suite. Donc, vous pouvez vraiment voir le rendu final de votre projet avant même qu'il soit développé, avant même qu'il soit vraiment programmé puis que les coûts ont été investis dans le projet. Avec ce prototype cliquable-là, vous pouvez le montrer à votre équipe de gestionnaire, votre management, avec les personnes au TI, marketing, changement national, mais également avec vos utilisateurs potentiels, avec vos clients, pour aller chercher le feedback de tous ces gens-là, puis s'assurer que le projet qui va être développé, avant de commencer à le programmer, que c'est le bon projet, qui répond à un besoin qui est valide, un besoin là, qui est important, puis si on répond à ce besoin-là, ça va générer un retour. On ne s'avance pas juste sur des requis qui ont été listés sous forme papier, puis qu'on n'a pas la même compréhension. Tout le monde a la même compréhension à ce point-là. Donc, un exemple de prototype, je vais vous en montrer un rapidement. Ici, donc, si je fais suppléer, dans ce cas-ci, c'est un prototype d'application mobile. Puis là, c'était la fonctionnalité, je pense, de notification. Donc là, on voit ici, ce qu'on voit, c'est l'application mobile existante de TVA Sport. Mais à ce moment-là, quand on a fait le prototype, il n'y a rien qui est programmé. C'est juste du visuel qui est fait dans le courant d'une phase de découverte. Puis ça permet aux personnes de le voir et de dire « Ah, ben oui, c'est ça qu'on veut. » Ou « C'est pas ça qu'on veut. Les statistiques ici ne sont pas présentées de la bonne façon. Je rajouterai une colonne, j'en enlèverai une. » Donc, de cette façon-là, on s'assure que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Tout le monde peut essayer le produit en amont. Je retourne à la présentation. Et avec le prototype, on va fournir l'architecture technique. Donc, comment la solution devrait être implantée, c'est quoi les outils, c'est quoi les intégrations avec les systèmes en place existants, comment ça devrait fonctionner. Donc, vraiment, là, le plan technique, les technologies recommandées pour être en mesure de développer cette solution-là, de pouvoir la programmer de façon optimale. Puis, on va fournir également une prévision budgétaire, là, un estimé de budget et d'échéancier pour la portion des développements techniques. Donc, je reviens à ce que je mentionnais au début. Un des problèmes qu'on voit beaucoup, c'est que lorsqu'on débute un projet, on va avoir un estimé de 20 000 de 50 000 de 100 000 donc un qui va durer 2 mois, un 5 mois, un 10 mois, puis on a de la misère à s'y retrouver. C'est quoi la bonne option? Parce que, justement, les équipes ont des compréhensions différentes du projet. Dans ce que je vous ai montré ici, quand on a un prototype, qu'on peut voir toute l'application, la réalité est que tout le monde voit la même chose, tout le monde comprend bien, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Donc, généralement, les solutions vont avoir tendance, ou les estimés ont tendance à se rapprocher. Donc, au lieu d'avoir 20 000, 50 000, 100 000, bien, on va peut-être avoir 42 000, 50 000, 65 000. Il reste une variance, c'est sûr, mais ça va être beaucoup plus proche l'un de l'autre. Donc, cette phase de découverte-là, ces livrables-là, ça nous permet de s'engager avec une équipe, ou que ce soit à l'interne ou à l'externe, avec une équipe avec un mandat réduit, qui est plus court, qui est moins dispendieux. Ça permet de valider notre besoin. Donc, au bout de la ligne, on minimise, on réduit notre risque de projet. Puis, ça nous permet de tâter l'eau, de voir si ça va être un projet intéressant, de mieux le planifier pour s'assurer que notre phase de réalisation soit plus efficace par la suite. Puis,
au bout de la ligne, bien, c'est sûr que ça va nous aider à avoir un projet qui va rentrer dans les temps, qui va être peut-être même un peu plus rapide que prévu, qui va être moins dispendieux, qui va être mieux organisé, mais qui principalement va bien répondre aux besoins du client ou des utilisateurs potentiels là, de la solution. C'est quelque chose autant que ça peut être fait avec une équipe à l'externe, ça peut être fait avec une équipe à l'interne. Il n'y a pas de différence. Donc, pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous présenter un peu sur notre approche. Les slides vont être disponibles. Je pense que vous allez recevoir un sondage. Vous allez recevoir un sondage là, suite à la présentation, puis on va vous retourner les slides. Je vais ouvrir un peu pour une période de questions. Je vois qu'il y a déjà une question là, qui a été envoyée. Donc, n'hésitez pas là, si vous avez d'autres questions là, par le module Q&A. Donc, la première question que j'ai reçue, c'est avant de débuter une phase de découverte, que doit-on faire comme client pour se préparer? Quelle information et réflexion doit-on avoir? Donc, c'est une excellente question. Le but de la phase de découverte, c'est justement de prendre le temps de réfléchir aux besoins, d'approfondir le processus. Donc, il y a beaucoup d'étapes qui sont faites là-dedans. Je pense qu'une des premières étapes, c'est d'identifier les bonnes personnes qui doivent participer et leur disponibilité. Quand on prend des projets, là, je vais tout le temps revenir au même projet pour regarder ça, mais quand on a travaillé dans l'industrie minière, bien, il y avait un enjeu de localisation des personnes sur tous les continents avec des horaires très chargés. Puis il y a quand même une contrainte de l'atelier que j'ai mentionné lors de la deuxième semaine. Cet atelier-là, bien, il faut que les gens y participent, il faut que les gens soient disponibles, il faut que les gens soient dédiés à l'atelier. C'est pas je viens à l'atelier, mais je suis 80 % de temps sur mon laptop à faire d'autres choses, puis je suis 20 % dans l'atelier. Il faut être là à 100 %. Fait que je pense s'assurer que toutes les ressources qui doivent être là sont disponibles. Je pense que c'est un des critères clés qui doivent être là. Ensuite, c'est sûr d'avoir un peu d'informations sur le projet, savoir de rassembler de la documentation pour que notre équipe soit prête à travailler ou l'équipe à l'interne est tout en main. Je pense qu'il y a quand même une certaine préparation à faire, mais il n'y a pas d'informations spécifiques qui sont nécessaires parce qu'on va approfondir ça sous forme de réflexion dans le cadre de la phase de découverte. Puis encore là, ce qui est important, c'est la phase de découverte, c'est une étape pour approfondir l'idée, pour la prototyper, la tester. Donc, c'est sûr que l'effort budgétaire ou l'effort de temps reste quand même petit. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire, OK, on va de l'avant, on fait une phase de découverte, on teste, c'est la bonne idée, parfois on va passer en mode projet par la suite. Ou dire, bien, tout simplement, finalement, l'idée n'était pas super bonne, on arrête là. Donc, on est mieux d'arrêter après cette étape-là que de faire le projet au complet, le développer, d'avoir des gros coûts. Ce n'est pas la bonne idée finalement. Le but, c'est de pouvoir itérer rapidement sur des idées de projet. Là. On a une deuxième question qui est quel est le budget typique que je devrais prévoir pour une phase de découverte? Donc, c'est une excellente question. Je pense que ça peut varier là, d'organisation en organisation pour faire ces phases-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de travail, il y a des livrables qui sont faits. Donc, il faut prévoir un budget, là, je dirais, là, normalement, là, tout dépendamment là, du nombre de semaines qui est planifié. Moi, je dirais un budget qui va varier entre 10 et 25 000 $ pour une phase de découverte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce coût-là va être, si on nommait cette phase-là, ce coût-là va être de toute façon dans le budget de projet. Donc, je reviens à un exemple d'une soumission. Disons qu'on a un projet qui va coûter 100 000 total. Puis on est à la fin du projet, il a coûté 100 000. La phase de découverte, disons qu'elle coûte 15 000 $ et le projet, il n'a pas coûté 15 000 de plus. En réalité, il coûte 100 000 pareil, puis fort probable qu'il coûte moins que 100 000 parce que la phase de découverte va nous permettre d'avoir mieux préparé notre projet, d'avoir mieux planifié le tout. Donc, c'est vraiment pas une dépense pour un rapport. Il y a vraiment du travail concret qui, dans le cadre d'un projet, doit être fait. Tout le prototype qui est développé, les programmeurs en ont besoin pour pouvoir faire la partie de programmation et travailler efficacement. Donc, c'est vraiment un coût qui est nécessaire au projet. Mais en ordre de grandeur, là, je dirais entre 10 à 25 000 $ pour une phase de découverte, tout dépendamment du projet. J'espère que ça répond à la question. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Je vais donner une minute additionnelle.
pour d'autres questions. Si également vous avez des questions là, que vous ne voulez pas poser publiquement, n'hésitez pas à nous écrire à OZDA à l'adresse info@ozda.com ou à mon adresse martin.coulombe@ozda.com. Ça me fait plaisir de prendre le temps d'y répondre avec vous en one-on-one sur les différentes étapes. Donc, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir participé. Je vous souhaite une super belle journée. Donc, au plaisir de vous recroiser là, sur différents projets. Merci à tous.